Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour un tuto assez technique, un peu nerd quand même, vous avez compris vu le titre. Alors, je vous explique rapidement le but du jeu, c'est essayer d'avoir un répertoire qui contient tout le profil Thunderbird, donc en gros tous vos mails, tout ce qui sert à Thunderbird pour stocker vos mails, vos profils, vos différents comptes, tous les plugins de Thunderbird aussi sont inclus dedans, et au passage ça vous permet d'être portable. Quel est l'intérêt en fait de ce truc là, c'est que si vous avez plusieurs machines, vous pouvez du coup balader votre profil Thunderbird sur par exemple une clé USB, voilà. Moi en ce qui me concerne, vous le voyez pas, c'est juste là, mais je peux pas la débrancher, mais il y a une carte SD, et du coup quand je vais d'une machine à l'autre, j'ai mon Thunderbird qui est configuré de la bonne façon, et qui permet de taper à chaque fois dans le même profil. Et l'intérêt de ce truc là, c'est que c'est crypté, c'est-à-dire cette clé par exemple, alors moi c'est une carte SD, mais si jamais je la perds, tout le contenu de mes messages, évidemment il n'est pas lisible. Donc vous pouvez aussi vous dire, bon mais à quoi ça sert, de toute façon on pourra juste stocker ces messages sur le serveur, et puis voilà, ce qui fait que la personne, si vous perdez, enfin si on vous vole votre ordinateur portable, alors déjà j'espère que votre partition système a été cryptée, que ce soit sur Mac ou sur PC. Bitdefender sur Windows c'est pas génial en termes de sécurité, mais en gros il faut toujours réfléchir à quel est le risque. Le risque c'est que en général quand on vous vole votre ordi, dans 99% des cas, la personne qui l'a volé va le formater, le mettre au réglage d'usine par défaut et le revendre le plus vite possible. Donc à moins que vous soyez un espion ou un agent secret, si vous faites voler votre portable, c'est rare que les pirates aillent fouiller dans vos mails et dans votre profil Thunderbird. Néanmoins, c'est aussi là qu'on peut trouver des informations gênantes pour vous faire chanter, pour vous faire une rançon sur des données, enfin voilà, c'est déjà des choses qui sont arrivées quand même. Bref, en gros, il vaut mieux quand même sécuriser sa partition système quand on se balade avec un ordi portable. L'autre truc, c'est quoi? C'est que moi sur Thunderbird, je l'utilise depuis, je sais pas, 2002 ou 2003, enfin longtemps quoi. Et l'avantage de Thunderbird, c'est qu'il est présent sur PC, enfin sur Windows, il est présent sur Mac et il est présent sur Linux. Ce qui me permet d'avoir l'intégralité de mes archives d'email, quelle que soit ma machine, quelle que soit mon installation, et de pas tout stocker sur le serveur, parce que l'autre problème du stockage sur le serveur, c'est que si c'est votre serveur qui se fait compromettre, votre fournisseur d'accès, ou alors si vous êtes sur Gmail, il y a peu de chances que Google pour l'instant ne s'est pas fait hacker des mails comme on a pu le voir sur Yahoo par exemple, mais si un jour ça arrive, bon voilà, si c'est sur le serveur, c'est pas entre vos mains quoi. Donc comme accessoirement, j'ai aussi beaucoup d'emails depuis donc 12-15 ans, comme vous tous j'imagine, il y a un moment où vous pouvez pas tout stocker sur le serveur non plus quoi. Donc en gros voilà, ça c'est ma solution, peut-être que ça vous conviendra pas, mais moi en gros je veux avoir tous mes mails offline, c'est-à-dire de pas stocker sur le serveur, et de pouvoir balader ça d'une machine à l'autre sans galérer, de toujours avoir le même logiciel, sans galérer, et que ce soit sécurisé. Donc il faut quand même, voilà, c'est pas toutes les configurations qui peuvent faire ça, mais avec Thunderbird c'est possible, parce qu'il est foncièrement multiplateforme. Alors, du coup comment on peut faire? Le premier truc c'est qu'on va regarder comment du coup crypter éventuellement une clé, ou au moins crypter ce qu'on appelle un container, c'est-à-dire un fichier que l'on va monter en tant que disque virtuel. Alors, le principe c'est vous allez encrypter un espace dans un fichier, et vous allez le monter en tant qu'une lettre ou en tant qu'une partition si c'est sur Mac, sachant que ce que vous faites ici avec VeraCrypt en l'occurrence, qui est le successeur de TrueCrypt, ça sera possible de le lire sur macOS et sur Linux. Pourquoi? Parce que macOS est capable de lire et écrire du NTFS, et parce que Linux est capable de lire et écrire du NTFS. Cependant, si vous générez là le fichier qui va suivre encrypté avec un format macOS, alors là c'est plus pareil, parce que évidemment le milieu Apple est toujours beaucoup plus fermé. Si vous générez une partition HFS, donc Apple, ce sera pas lisible en écriture sur Linux, sauf acheter un pilote avec Paragon, et pareil sur PC. Par défaut, Windows ne sait pas lire et écrire sur du HFS, il peut même pas lire, alors que Linux par défaut il y a au moins un pilote pour lire. Donc en gros c'est un peu plus emmerdant quand on le fait avec le Mac. Si vous arrivez à faire cette étape avec un PC, faites-vous prêter, si vous avez un pote qui est sur Windows, l'étape qu'on va faire là, je vous conseille vraiment de la faire sur un PC en faisant du NTFS. Alors en gros comment on va faire? On va dire qu'on va créer un volume dans VeraCrypt, donc pour info VeraCrypt vous le téléchargez sur le net sur veracrypt.fr, et vous avez une version Windows ou Mac ou Linux, donc je vous laisse vous adapter, mais la fenêtre sera exactement la même. Donc ici on pourrait créer en fait un périphérique entièrement crypté, ce qui fait qu'une fois qu'on l'insère, il faudrait le monter en tant que partition entière et non
c'est un peu plus compliqué, donc ce que je vais faire, c'est juste créer un fichier qu'on va pouvoir balader et on le mettra sur la clé. Par contre, le défaut, c'est quoi? C'est que ce fichier-là, qui contient donc l'espace crypté, si vous l'effacez, parce que c'est comme un fichier en fait, évidemment vous perdez tout. Donc c'est quand même, ça peut laisser, c'est plus propice à l'erreur, j'ai envie de dire, quoi. Mais bon, c'est plus simple, donc on va commencer par là. On va donc créer un volume, et on va créer un fichier conteneur encrypté, donc encrypted file container, on va dire next. Donc ce qu'on veut faire, c'est un fichier, un volume standard. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un volume caché? Un volume caché, c'est en fait un volume qui va s'afficher dans un autre volume et il sera caché. C'est-à-dire que vous pourrez en gros faire ce qu'on appelle je sais pas comment on pourrait dire en français, réfuter de manière plausible. Je crois que c'est deniable plausibility ou un truc comme ça. Je le prononce en faisant aucun effort sur l'accent. Ça veut dire quoi? Imaginez, vous vous faites voler votre ordinateur et vous vous faites kidnapper au passage. Donc c'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas une bonne journée. Et le ravisseur sait que vous avez un contenu crypté sur cette clé, qu'il y a un fichier qui contient un truc crypté. Donc évidemment, en vous faisant passer un sale quart d'heure, il va falloir passer aux aveux, et vous allez dire, bah oui, il y a un truc crypté, mais il n'y a rien dessus, enfin voilà, vous faites fausse route, donc il faut évidemment pas commencer à dire voilà, qu'il y a quelque chose dessus, quoi. Mais au moins vous pouvez révéler qu'il y a effectivement un truc crypté, et dans ce truc crypté, on peut le monter, et il n'y a rien. Et ensuite, quand on fait un fichier, quand on fait un volume VeraCrypt caché, l'astuce c'est que dans ce truc crypté, que l'on peut décrypter mais qui n'affiche rien, il y a encore une partie qui est cryptée, et qui peut se révéler cette fois-ci avec votre mot de passe. Encore faut-il le savoir. Donc ça vous permet en fait de, si vous vous faites si vous faites passer à tabac pour révéler votre mot de passe et montrer votre volume crypté, bah vous pouvez du coup révéler qu'il y a donné un mot de passe. Oups, j'ai fait une bêtise. Vous pouvez donner un mot de passe qui, le ravisseur va pouvoir monter un volume crypté, mais il n'y aura rien dedans. Et vous, évidemment, vous connaissez le deuxième volume qui est caché avec un autre mot de passe et vous pouvez évidemment accéder à vos données. Bon, c'est vraiment, on va pas aller jusque là, je suis pas en train de faire un tuto pour les espions, hein. Mais moi le but c'est que, bon je suis pas agent secret, c'est juste pour que si jamais on me choure ma carte SD ou mon portable, on puisse pas accéder facilement à tous mes emails et à toutes mes données protégées avec TrueCrypt. C'est tout. Après le délire, vous passez un quart d'heure sous la torture pour révéler un mot de passe, là clairement c'est pas le but de, je pense, de mon audience là, vous qui êtes en train de regarder. Mais bon, pourquoi pas. Donc ensuite on va lui dire où est-ce qu'on veut le mettre. Donc nous on va le mettre pour l'instant sur le bureau, juste pour l'exemple, hein. Évidemment ensuite ce fichier qui contiendra nos données cryptées, on le bougera ailleurs, sur un truc portable comme une clé USB ou une carte SD. Pour l'exemple on va le mettre sur le bureau, on va appeler ça Thunderbird. Donc là, ensuite l'étape suivante c'est qu'on va devoir choisir un algorithme d'encryptage et un algorithme de salage, je crois que c'est hash en anglais, dans le sens français en cryptologie on dirait comment saler les données. On va prendre les réglages par défaut qui sont les plus sécurisés. Attention, tous les algorithmes de cryptage n'ont pas ni les mêmes caractéristiques en termes de sécurité, ni les mêmes caractéristiques en termes de performance. C'est-à-dire que pour créer le volume et encrypter cet espace, le processeur va travailler plus ou moins vite. Donc ensuite, quelle taille il va faire? Alors là, moi par exemple, j'ai un profil Thunderbird qui fait une soixantaine de gigas, puisqu'il y a 12 ans d'emails dessus. Donc ça fait quand même un gros volume. À vous de voir, on va juste en faire un, encore une fois pour l'exemple, de... on va dire 4 Go. Là ça va travailler en plus sur un disque qui a un SSD en NVMe, donc ça va cartonner, il va faire ça en quelques secondes. Alors le mot de passe, évidemment, règle de mot de passe, caractères accentués, caractères spéciaux, majuscules, minuscules, etc. Cependant, c'est pas parce qu'un mot de passe fait 3 km de long qu'il est automatiquement sécurisé, surtout si vous utilisez des mots du dictionnaire. Si vous utilisez comme mot de passe « mon chat il est joli, il est tout gris, il est gentil », ça fait un mot de passe super long, mais il n'est pas du tout sécurisé. Surtout si en plus c'est que des minuscules, et ce ne sont que des mots du dictionnaire, qui, une fois qu'on a deviné certaines parties, vont former un bloc logique, parce que c'est une phrase, parce qu'on dit des choses. Donc le mieux c'est de mettre des trucs qui sont complètement, vraiment complètement aléatoires, et du coup qui vont être super difficiles à mémoriser pour vous, parce qu'en général c'est quand on gagne d'un côté on perd de l'autre. Donc pareil, je suis pas hacker, je suis pas là pour vous donner des conseils de sécurité, et je suis pas un pro du mot de passe sécurisé, mais bon, voilà, en toute logique, choisissez un truc qui soit quand même assez complexe, qui ne soit pas des mots du dictionnaire, donc qui ne puisse pas être facilement attaquable en force brute, c'est-à-dire en essayant tous les mots du dictionnaire, enfin une attaque par dictionnaire, et un truc qui soit suffisamment dur pour faire une attaque en force brute, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles. Alors, pour les besoins de cette vidéo, je vais pas m'amuser à taper un truc de 3 bornes de long,
on va taper Vera Crypt. C'est évidemment pas du tout sécurisé, mais vous avez bien compris que c'était pour le tuto. On va mettre Next. Alors là, vous voyez qu'il a compris que c'était pas du tout sécurisé, donc il me dit t'es sûr que tu veux mettre un truc aussi court? Et il a détecté en fait que voilà, ça faisait assez peu de caractères. Donc ici, on va lui dire de faire ça en NTFS, c'est là où c'est important, parce qu'un NTFS peut être lu et écrit sur tous les systèmes. Alors que si vous générez là, cette étape-là depuis un Mac, vous n'aurez pas NTFS. Vous allez pouvoir générer que du HFS et peut-être du FAT32 encore, mais bon. Le problème de FAT32, c'est qu'il y a des limitations sur le nombre de fichiers et sur la taille du fichier le plus gros qui ne peut pas excéder 4 Go. A priori, Thunderbird ne génère pas des fichiers de plus de 4 Go, mais par contre peut générer un grand nombre de fichiers par répertoire. Donc il vaut quand même mieux utiliser NTFS. Ensuite, là, le fait de faire des mouvements aléatoire avec la souris dans la fenêtre, c'est pour permettre de générer une clé à partir d'une fonction aléatoire issue du processeur et du système, mais qui, si on connaît la façon dont elle est codée, on pourrait deviner en fonction de l'heure où le truc a été généré, de quelle clé a été utilisée. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais le fait de faire des mouvements aléatoires, ça vient perturber en fait la génération de la fonction aléatoire issue du système, avec des mouvements humains a priori imprévisibles par la machine, et par un hacker qui pourrait découvrir comment la clé a été générée. Et donc ça rend l'algorithme d'encryptage plus efficace. On va cliquer sur format, ça devrait être très rapide, voilà, puisque c'est du NVMe, donc on est à 1 gigaseconde quasiment. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez généré un volume, voilà, il est sur le bureau, il s'appelle Thunderbird, il a même pas d'extension ce truc. On va cliquer sur Exit. Donc ça, ce truc là maintenant, on peut le mettre sur une clé, on peut le mettre où on veut, et du coup vous pouvez vous demander, c'est génial, mais comment on accède aux 4 Go qui sont à l'intérieur? C'est-à-dire que là on a un fichier, il fait 4 Go, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce fichier? Donc le but, c'est de prendre ce fichier, de le monter dans VeraCrypt, pour en faire un lecteur, comme si c'était un disque dur en fait. Donc on va le mettre par exemple sur I, et je vais mettre sélectionner fichier, bureau, Thunderbird, et je vais mettre monter, donc mount, et on va taper donc le mot de passe. Et on va cliquer sur OK. Qu'est-ce qui se passe à ce stade-là? Il se passe que VeraCrypt va monter le contenu de ce fichier, donc il fait 4 Go, et on va pouvoir y accéder. Donc on va mettre hop, I2 point. Donc vous voyez ici, I2 point, c'est quoi? C'est un disque dur qui est formaté en NTFS et qui fait 4 Go. C'est-à-dire que Windows, pour lui, c'est un truc qui fait 4 Go, sauf que tout ce qu'on met à l'intérieur de cet espace est en réalité contenu dans un espace entièrement crypté, ce qui fait que si on essaye de le lire, comme si on lisait un petit peu la surface d'un CD ou d'un disque dur, il y aura que des trucs qui ne font aucun sens pour un système d'analyse de données, en particulier sur une analyse de surface si on prend une clé USB comme exemple. Donc là, maintenant vous avez compris, on va balancer le répertoire Thunderbird du profil là-dedans. Et ensuite, on va reconfigurer Thunderbird pour lui dire de ne pas aller chercher le profil là où il est par défaut dans le système, mais d'aller le chercher sur ce I2 point. Alors du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez démarrer Thunderbird sur une machine, il faut que le profil soit monté sur la lettre I2 point, en ce qui me concerne moi sur Windows. Et si vous faites ça aussi sur un Mac ou sur Linux, il faut juste faire un lien symbolique vers cet espace, vers le profil. Donc on va démarrer Thunderbird. Je le démarre pour la première fois, donc du coup il n'est pas content. Enfin, il n'est pas content. Il me propose de faire la système intégration, c'est-à-dire de définir que c'est bien l'application par défaut et de configurer un compte. Donc je vais pas configurer de compte, je vais laisser juste mon truc par défaut et je vais faire. Je crois que si je crée un. Est-ce que je peux faire un. Ah, je suis obligé de créer un truc. Je voulais juste écrire un brouillon pour vous montrer que ça marche, mais bon, vous allez devoir me croire sur parole parce que j'ai carrément la flemme de configurer tous mes comptes. Mais en gros, on peut. Est-ce que je peux faire un truc qui va vous prouver? Je crois que si je crée un événement dans le calendar, new event, test, voilà, tac. Donc voilà, j'ai créé un événement dans le calendrier. Normalement, c'est sauvegardé avec le profil. C'est un calendrier hors ligne. Donc on va fermer ça et on va aller voir maintenant. Tac, ces deux points. On va aller chercher en fait tout bêtement le profil Thunderbird. Donc le profil Thunderbird, il est dans un répertoire caché par défaut, c'est dans votre profil AppData et c'est AppData et c'est roaming. Et là-dedans vous avez Thunderbird et là vous avez deux fichiers très importants, le profil.ini et surtout le contenu profile avec le profil. Et c'est ça qu'il faut prendre, ce machin avec des lettres et des chiffres point default. Ce truc là, on va le prendre et donc on va le copier sur i2 point. Ok, donc i2 point.
Voilà, je le prends, je le colle dans i2 points. Donc maintenant, mon profil Thunderbird, il est dans un espace qui est crypté. Alors, ça voudrait dire aussi que maintenant qu'il a été créé sur ma partition C qui, elle, ne l'était pas, il faut quand même pas le perdre. Mais moi, toutes les sources qui ont permis de générer mon profil Thunderbird n'existent plus, ou ont été détruites, donc il ne reste plus que celle où il y a mon truc crypté, donc on pourrait pas retrouver celle d'avant. Je fais d'avance déjà cette remarque, parce que je sais qu'on va me dire, oui, mais t'es mignon, si là, ton C2 points, on te le vole, il y avait la version non cryptée avant, on peut faire une restauration de données, etc., sur la surface du disque, blablabla. Bon, en l'occurrence, là, il était vide, donc il n'y a rien à restaurer, mais évidemment, la première fois que vous avez tous vos emails dans Thunderbird et qu'il faut les déplacer, si vous avez laissé une trace, c'est pas bon. Bon, en l'occurrence, le but, c'est que si vous avez tout sur votre serveur et que vous ramenez tout en offline, à terme, vous ne devriez plus avoir d'autres copies que celle qui est sur votre disque crypté. Avec le risque que si vous paumez la version cryptée et que vous vous rappelez plus du mot de passe, vous êtes évidemment vous vous faites avoir puisque vous pourrez vraiment pas les retrouver. Donc ça rend la vie plus difficile à ceux qui essaieraient de retrouver vos données après avoir volé le périphérique. Mais si vous vous souvenez pas du mot de passe, vous êtes dans la même, vous êtes dans le beau drap, vous êtes dans les mêmes problèmes en fait. Donc on a déplacé le profil. Évidemment, maintenant si on redémarre Thunderbird, il va pas être content. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faudrait qu'on dise en fait au profile.ini ici, que l'on peut ouvrir, voilà, d'aller pointer ailleurs. Alors ici, soit on peut dire directement de mettre un pass et de lui dire i2 points et avec un slash, sauf que ça rendrait du coup le profil incompatible. Éventuellement, si, enfin je veux dire, ça demande en fait d'aller le faire pointer sur une lettre. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un truc un tout petit peu plus élégant. C'est que je vais garder ce chemin. Donc, il va toujours s'attendre à avoir obxmf 3 points de défaut dans profile. Mais sauf que je vais lui faire croire qu'il est là. Et comment on fait ça? On utilise en fait un soft qui s'appelle Linkcell Extension. Et ce machin, ça permet de faire des liens symboliques. Si vous traînez sous Linux ou sur Mac, vous savez que ln-s permet de faire un lien symbolique de la source vers une destination. Ça permet par exemple de faire une sorte de tunnel où le système écrit à un endroit, mais en réalité ça écrit à un autre. Et il n'y voit que du feu. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a installé ce soft, on fait un clic droit et on dit prendre la source, donc pick link source. On va dans Profile et on lui dit ici drop as symbolic link. Et donc, ici, vous voyez qu'on a maintenant un dossier qui porte le même nom que le profil. Le système croit que c'est dans Thunderbird Profile, mais en réalité, ce machin-là, il pointe vers le dossier qui est ici sur l'espace crypté. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va démarrer Thunderbird, et Thunderbird va y voir que du feu. Donc là il me renvoie l'assistant parce que j'ai toujours pas configuré un email, mais vous voyez que j'ai bien mon test ici dans le calendrier, donc il est bien allé lire les données, il croit qu'elles sont dans le répertoire par défaut là dans AppData, Roaming, etc. Mais en réalité elles sont sur mon espace crypté. Et pour vous le prouver, ce que je vais faire c'est que je vais fermer Thunderbird, je vais aller dans VeraCrypt et je vais démonter donc ce disque virtuel qui est généré à partir d'un fichier qui est entièrement crypté. Donc maintenant ce lien, il pointe vers un truc qui n'existe plus, puisque i2 points a été démonté, je vais lancer Thunderbird, et je vais évidemment me faire jeter, c'est-à-dire que Thunderbird va dire tu me demandes un profil qui n'existe pas. Voilà, donc alors c'est même pas d'ailleurs, je crois qu'il il précise même pas l'erreur, il dit Thunderbird ne répond pas, donc c'est une erreur qui est un peu sale, et donc il retrouve pas ses petits. Donc si on remonte hop, le i2 points, i2 points va du coup re-exister, le lien symbolique va refonctionner, et maintenant Thunderbird devrait se lancer. Voilà, tac. Donc du coup, sur les différentes machines, que ce soit sur Mac ou sur Linux, je n'ai qu'à faire un lien symbolique du profil qui est attendu par Thunderbird sur ces machines vers le Thunderbird, le profil qui est stocké sur mon espace crypté, et du coup, je peux donc obtenir un Thunderbird qui tourne à partir d'un profil crypté sur n'importe quelle machine. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Donc maintenant, ce dossier Thunderbird, on peut évidemment le mettre sur une clé USB, sur une carte SD, sur ce que vous voulez, et vous pouvez vous balader avec, du coup, et pouvoir faire ça sur plusieurs machines. Alors, évidemment, le problème, c'est que si vous avez un fichier qui ne porte aucun nom, et qui n'a pas d'extension, si vous le supprimez, Windows il va rien vous dire parce que pour lui c'est un fichier comme un autre, c'est même pas un fichier système, donc il s'en tape. Donc c'est quand même assez dangereux parce que ça veut dire que vous prenez le risque d'effacer ce fichier sans faire gaffe et du coup vous allez paumer vos données qui sont stockées dessus. Et donc si vous n'avez pas d'autres copies, évidemment ça pose un problème. Et encore une fois, si vous paumez le mot de passe de ce truc là, je vous garantis que VeraCrypt, alors je travaille pas pour les services secrets, mais TrueCrypt a été abandonné, VeraCrypt a pris la suite, il y a des audits qui ont été faits, il n'y a pas à ce jour de vulnérabilité critique qui aurait été découverte et communiquée, parce que peut-être qu'elles ont été découvertes mais pas communiquées,
Donc a priori pour le lambda, le voleur lambda qui va vous piquer votre portable, si vous avez un mot de passe assez velu, c'est mort. A priori, c'est à moins que vous trempiez dans des affaires, vraiment que vous êtes James Bond et que vous cherchez à planquer des documents qui mettent en péril le monde entier, et que vous avez tous les hackers les plus performants du monde à vos trousses. A priori, c'est bon, avec VeraCrypt, vous êtes tranquille. Mais bon, à connaissance d'aujourd'hui, a priori, c'est une façon de crypter ces données qui est quand même assez sécurisée. Et en plus, elle est multiplateforme. Ça existe sur Mac, sur Windows, sur Linux. Si vous faites ça avec Bitdefender, par exemple, le machin de Windows, alors déjà, on peut se douter qu'il y a une porte dérobée pour que Microsoft puisse y accéder si besoin. Je sais pas trop si on peut dire si besoin, mais... Et surtout, ce n'est que du Windows. Il y a FileVault qui existe... pour macOS pour faire des trucs sur Time Machine, mais on pourrait pas vraiment faire ça. Et sur Linux, il y a d'autres moyens, mais VeraCrypt marche très bien sous Linux, donc c'est vraiment la méthode que j'ai trouvée la plus facile et la plus multiplateforme. Alors évidemment, vous n'avez peut-être pas besoin de faire ça, vous n'avez peut-être pas plusieurs machines. Vous avez peut-être pas besoin de crypter vos mails, peut-être que vous laissez tout sur Gmail traîner, voilà, ça fait 5 ans, vous avez vos 5 dernières années d'email sur Gmail et ça vous va bien parce que du coup vous avez tout sous la main quand vous vous identifiez. Bon, moi je trouve ça dangereux de tout laisser en ligne, je préfère tout mettre offline, et pouvoir me balader entre mes différentes machines avec toujours un truc crypté. Donc là par exemple j'ai une carte SD qui contient mon profil Thunderbird, l'intégralité de la carte est cryptée, c'est même pas un fichier. J'injecte ma carte dans le lecteur SD, je le monte sur i2 points et boum, j'ai mon profil Thunderbird partout où je vais. Alors pas sur les machines de gens qui me connaissent pas évidemment, et je laisse sur le serveur que les emails des quelques derniers jours ou dernières semaines, mais je laisse pas traîner des semaines et des semaines d'emails sur mes serveurs, sur mon compte pour le boulot, sur mon compte perso. Voilà, c'est que si jamais je me fais pirater mon compte en ligne, il y a quasiment rien dessus, et me faire pirater mon truc hors ligne, ça demande quand même des sacrées compétences pour aller craquer un VeraCrypt, quoi. Ensuite, l'autre truc qu'il faut pas éviter, Ensuite, l'autre truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'évidemment, pendant que le volume est monté, il est donc décrypté en mémoire, on pourrait, si on arrivait à accéder au contenu de votre mémoire vive, accéder à la clé qui a permis de déverrouiller le volume. Ça veut dire que toutes les failles de sécurité qui permettent de faire une escalade de privilèges et d'accéder au contenu de la mémoire, il y en a eu quelques-unes en 2018 ou 2017, concernant les processeurs Intel notamment, avec Spectre et Meltdown. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais ça demande vraiment du hacking de haut vol pour arriver à voler des choses. Ou alors, si vous avez votre portable, vous êtes dans une bibliothèque, vous avez votre volume qui est monté, et vous vous faites voler le portable à ce moment-là, et en le volant, la personne a l'intelligence de ne pas fermer le clapet, de ne pas le mettre en veille, etc. Alors évidemment, du coup, le contenu de la mémoire est disponible, et du coup, votre volume est toujours monté, et on peut craquer le contenu. Mais bref, ça dépasse un petit peu le cadre du tuto. Je voulais juste vous montrer une méthode et vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette méthode. On est rentré un petit peu dans du dirty nerdy, mais vous savez que j'aime ça. Vous savez que j'aime bien faire optimiser des trucs et aller chercher des méthodes qui soient le plus élégantes possible. C'est pas sans faille, c'est pas parfait, mais ça correspond à mes besoins. Voilà, donc à partir du moment où ça correspond à mes besoins, je me suis dit que peut-être que ça pourrait correspondre aux vôtres. Si c'est pas le cas, tant pis, mais pour ceux que ça peut aider, tant mieux, j'espère que ça vous aura appris des trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis pas non plus expert en sécurité, faut pas oublier que je suis graphiste à la base, c'est juste que j'aime l'informatique et j'aime bien voilà, maîtriser mes outils. Mais bon, si vous avez quand même des questions, vous pouvez me les poser, j'essaierai d'y répondre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt dans la playlist Le Carnet du Geek pour de nouvelles geekeries sur Linux, sur Windows ou sur macOS. Salut.